7h43, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Oui, bonjour Emmanuelle Wargon. Bonjour Patrick Roger. Avant de parler au logement, rentrée des classes, 20 000 personnes hier à Paris en colère pour protester contre l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Est-ce que cette affaire ne révèle pas tout de même une inadaptation de notre système judiciaire ? Elle révèle en tout cas une inadaptation de la loi, parce que quand une décision de justice qui applique le droit existant est tellement mal comprise, tellement rejetée, ça veut dire que la loi elle-même doit changer. C'est ce qu'a dit le président de la République, et Éric Dupond-Moretti présentera d'ici fin mai un nouveau texte de loi pour mieux faire la part des choses entre l'irresponsabilité pénale, la question de la consommation de la drogue et son facteur aggravant ou pas. Ouais. Cette décision peut être perçue comme un déni de justice, en fait. Oui, le syndicat de la magistrature dit il dénonce cette mise en cause de la justice en disant on applique la loi. Quoi, pour l'instant. En fait, cette décision, elle est perçue par beaucoup de Français, évidemment par la communauté juive, mais pas que par la communauté juive, parce que c'est une décision qui concerne tout le monde, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ça peut être perçu comme un déni de justice. Or, la justice, elle applique la loi aujourd'hui. Donc la question, ça n'est pas l'institution judiciaire, c'est la loi que la justice applique. Et on voit bien que cette loi est devenue inadaptée. Donc la réponse, elle est dans le changement de la loi. Et moi, je l'appelle et je l'attends. Je pense qu'elle est indispensable. Oui. Au-delà de ça, il y a aussi quand même l'antisémitisme, toujours en France. Il y a de l'antisémitisme en France. Il y en a depuis longtemps. On a eu une résurgence depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Il y a eu des crimes antisémites terrible, et donc ça nécessite une vigilance. L'antisémitisme, ça n'est pas que la question de la communauté juive, encore une fois, c'est comme tous les racismes. C'est un cancer de cette société, il faut absolument qu'on soit tous très vigilants. Oui, mais ça passe par quoi ? Parce qu'on le voit, il y a une montée des radicalisations de part et d'autre, l'islamisme qui est toujours extrêmement présent, qui menace justement aussi la population juive, mais pas seulement. Il y a cette policière qui a été tuée, il y aura un hommage cet après-midi. Ça passe par la lutte contre le ou les séparatismes, qu'ils viennent de l'islamisme radical, qu'ils viennent de l'ultra-droite, parfois de groupes radicalisés qui viennent aussi de l'ultra-gauche. On déjoue chaque année des attentats en France. Ça vient... Il faut lutter contre tous ceux qui ne respectent plus les valeurs fondamentales de la République, dont le respect des autres, et qui cherchent à atteindre cette République à travers des actes violents. C'est finalement le même combat, la lutte contre le séparatisme, l'islamisme radical et l'antisémitisme. Oui, il y en a certains qui dénoncent dans l'affaire aussi de Rambouillet, avec ce radicalisé qui est venu de Tunisie il y a 10 ans, qu'on manque de contrôle quand même aux frontières. Moi, je me méfie de l'amalgame ou du lien trop direct entre immigration et terrorisme qui a été fait ce week-end, y compris par la droite dite républicaine, par Valérie Pécresse. Parce que malheureusement, dans les affaires de terrorisme que nous avons subies dans les dernières années, la majeure partie des terroristes étaient en fait français ou nés en France. Donc c'est pas seulement ou pas principalement une question d'immigration, c'est une question de radicalisation. Mais dernièrement, beaucoup de cas, je pense effectivement à Samuel Paty, avec ce jeune Tchétchène, à Nice également, avec ce Tunisien, quand même, ils venaient de l'extérieur, quoi. Certains venaient de l'extérieur, d'autres étaient français ou nés en France. Ce contre quoi on doit vraiment lutter, mais de toutes nos forces, c'est cette radicalisation. Cette radicalisation qui prospère aussi parfois sur le désespoir, sur la difficulté, qui emmène des personnes qui étaient bien intégrées vers une haine de la société française, de la France, de la République, de ce qu'on représente. Et ça, on ne peut pas réduire ça à une question d'immigration. Oui, mais Valérie Pécresse a tort de faire le lien entre immigration. Je rappelle aussi qu'elle est présidente, évidemment, de la région Île-de-France, et que vous allez soutenir le candidat La République En Marche, Laurent Saint-Martin, dans cette campagne. Et cette question sera aussi prioritaire ? La question de la sécurité, elle sera prioritaire. Elle est prioritaire pour le gouvernement, pour le président de la République. Elle est aussi prioritaire dans la campagne des régionales. Moi, je serai candidate dans le Val-de-Marne avec Laurent Saint-Martin, notre candidat pour les régionales. Et la première proposition que nous avons faite, c'est une proposition sur la sécurité du quotidien, une proposition sur la sécurité dans les transports. Donc cette préoccupation de la sécurité, je crois qu'elle est partagée partout. Après, lorsque le lien se fait entre terrorisme et immigration, s'il mène
à une forme de stigmatisation, s'il mène à dire qu'en fait les solutions simplistes c'est juste la lutte contre l'immigration, en fait je pense qu'il passe à côté des vraies causes. Ça en fait partie quand même, Emmanuel Vargon, non? Il y a eu quand même beaucoup de gens rentrés clandestinement sur le territoire et ça continue. Tous ces phénomènes sont compliqués, donc évidemment tout est lié, mais on ne peut pas réduire, on ne peut pas dire que la lutte contre le terrorisme serait réglée si on était plus dur sur l'immigration. La lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre ceux qui s'attaquent à nos valeurs. Oui. Emmanuel Vargon, la rentrée des classes ce matin, notamment pour les écoliers en primaire, est-ce bien raisonnable, sachant que le virus circule beaucoup via les enfants? Vous savez, l'école, c'est aussi extrêmement important pour l'équilibre des enfants, pour les apprentissages. Et donc, nous avons cherché à maintenir l'école autant que possible, le plus possible. Là, ça reprend avec des protocoles très stricts, uniquement en primaire et en maternelle. Le Premier ministre l'a dit, l'épidémie recule un peu. On est sur un plateau, mais le nombre de cas recule un peu. On est sur un plateau quand même, comme vous le dites. On est sur un plateau, mais le nombre de cas recule un peu. Les protocoles sont extrêmement stricts à l'école. Donc, le rapport entre... Enfin, dans les cantines strictes, oui, mais c'est quand même compliqué. Dans les cantines au maximum. D'ailleurs, vous avez vu, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit que dans la mesure du possible, si les familles pouvaient garder les enfants à la maison pour le déjeuner, ça permettait d'alléger un petit peu la pression sur les cantines. C'est important que ce ne soit pas une année scolaire perdue. C'est aussi une question d'égalité de tous les élèves devant l'éducation pour la suite. Donc c'est un combat qui mérite d'être mené. Ouais. Le logement, venons-en à votre dossier. Avec le dispositif MaPrimeRénov', qui a été lancé l'année dernière pour les ménages les plus modestes, il a été étendu et élargi aujourd'hui à beaucoup de Français pour la rénovation. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Alors, les chiffres sont en fait extrêmement impressionnants. Ils sont très très bons. On a eu 220 000 dossiers déposés cette année, c'est-à-dire en 3 mois et demi, c'est-à-dire autant que toute l'année dernière. Donc on voit bien qu'on est sur une multiplication presque par 4 du rythme de nombre de dossiers déposés MaPrimeRénov'. Ça veut dire que MaPrimeRénov', ça répond à un besoin, ça a trouvé son public, et moi j'incite vraiment tous les Français qui ont envie de faire des travaux chez eux, d'amélioration, de rénovation énergétique, à aller voir maprimerenov.gouv.fr. Ça marche, c'est simple, les dossiers sont payés. Alors évidemment, il y a attention un peu aux arnaques, il y a quelques arnaques qui ont été dénoncées. Les arnaques, elles ne sont pas tellement sur MaPrimeRénov', elles étaient plutôt sur les dispositifs d'avant à 1 euro qu'on est en train d'arrêter progressivement au profit précisément de MaPrimeRénov'. Puis on a des très bons taux de satisfaction sur MaPrimeRénov' de ceux qui l'utilisent. On est autour de 85%. Donc c'est vraiment très encourageant. Oui, les professionnels de l'immobilier sont assez inquiets quand même concernant l'ensemble des mesures qui vont restreindre le marché de la location si les logements ne sont pas mis en œuvre, en fait, dans les années qui viennent, avec une date limite dans 2025. On a fait un choix dans la loi climat et résilience de dire qu'à partir de 2025, pour les logements qui sont les plus, qu'on appelle des passoires, c'est-à-dire des logements très très mal isolés, les étiquettes G, puis à partir de 2028 pour les étiquettes F, on ne pourrait plus mettre en location. Mais ça laisse 3 ans ou 6 ans pour faire des travaux. MaPrimeRénov' est ouverte aux propriétaires bailleurs à partir de cet été, donc ça veut dire qu'on va pouvoir financer les travaux des propriétaires pour leurs locataires. On va améliorer encore l'accompagnement. La loi climat et résilience le prévoit, donc ça laisse le temps de s'organiser, ça laisse le temps de faire des travaux et on augmente la valeur du bien aussi. Oui, mais comment ça se passera pour les copropriétés si certains propriétaires ne veulent pas effectivement faire ces travaux et qu'eux-mêmes ne mettent pas leur appartement en location? Comment feront les autres? Vous avez raison, la copropriété, c'est elle qui décide pour un certain nombre de travaux. On a simplifié, rendu plus facile les travaux en copropriété. Après, un appartement dans lequel le propriétaire en copropriété voulait faire les travaux n'a pas réussi, là il n'y aura pas d'interdiction de location. Oui, il n'y aura pas cette interdiction. Oui, mais il devra le justifier à travers simplement des PV. Justifier. Juste montrer qu'il y a eu une demande de travaux faite, un PV, et que ce copropriétaire a voté pour les travaux. Oui, votre autre champ de bataille, c'est la mixité sociale. Quelle réforme à venir? La prolongation au-delà de 2025 aussi, de l'obligation de 25% de logements sociaux dans les villes? Oui, moi je me bats pour qu'on continue à faire du logement social. On a 2 millions de Français qui sont sur liste d'attente pour accéder à un logement social en France. Et le logement social,
c'est pour 70% des Français. 70% des Français respectent les conditions de ressources du logement social. Donc il faut continuer à en faire partout, y compris dans les communes riches. Et c'est la raison pour laquelle je propose, dans une prochaine loi qui arrive, une loi sur la décentralisation, de rendre permanente cette loi qui s'appelle la loi SRU et qui dit qu'il faut 25% de logements sociaux partout. Et donc les communes auront cette obligation jusqu'à ce qu'elles atteignent 25%. Oui, et sinon, donc il y aura toujours des sanctions. Sinon, il y aura toujours des sanctions, financières, des amendes, des sanctions financières, et parfois même la reprise par l'État des permis de construire. Oui. Pourquoi le logement social fait peur pour certains maires? Je pense que le logement social parfois est assimilé. Là aussi, c'est de la stigmatisation pure et simple. Mais moi, je vois le maire de ma commune, avec lequel j'ai eu un bout de polémique cette semaine. On va y revenir dans un instant. Qui dit cette commune est attractive parce qu'il n'y a pas de logement social. Et moi, je m'inscris en faux. C'est Saint-Mandé. Voilà, Saint-Mandé. On vous reproche d'avoir un pavillon et en même temps de prôner la mixité sociale. Que le maire puisse dire ma commune est attractive et donc la ministre est venue s'installer dans cette commune parce qu'il n'y a pas de logement social, mais ça c'est de la stigmatisation pure et simple. Cette commune elle est attractive tout court, la commune d'à côté, Vincennes, elle est en train de remplir ses objectifs de logements sociaux et donc une commune heureusement peut être très attractive, y compris avec du logement social. Donc oui, je crois qu'il y a beaucoup de préjugés. Le logement social c'est du logement de qualité pour les classes moyennes, pour tous les Français. Oui, sauf que vous le savez évidemment, beaucoup des personnes qui vont dans ces logements sociaux, y restent longuement, puisqu'elles peuvent y rester quasiment à vie, aujourd'hui. Mais il y a une question autour des attributions de logements sociaux, et ça fait partie des sujets sur lesquels je porte une réforme. Est-ce que ce n'est pas un sujet prioritaire, ça ? Si, je pense que c'est un sujet très important pour que ces attributions, elles permettent là aussi une bonne mixité sociale dans le logement social. Si 70% des Français sont éligibles, ça veut dire qu'on peut proposer à plusieurs types de ménages d'aller dans le logement social. Moi, je voudrais aussi remettre dans les priorités du logement social les travailleurs clés, les travailleurs de la deuxième ligne, ceux dont on a tellement besoin pour faire fonctionner nos villes, notre économie. Et eux n'ont pas le droit ? Eux sont en théorie éligibles au logement social comme tous les Français. Parfois, l'équilibre se fait pas bien entre ces travailleurs et des ménages plus en difficulté. Et c'est cet équilibre de proximité qu'il faut qu'on retravaille. Et ça peut passer par quoi alors ? Par des sanctions ? Ça passe d'abord, je pense, par une analyse à l'échelle des villes et des intercommunalités sur qui habite où et comment est-ce que on trouve cette mixité sociale. On dit qu'il n'y a pas de suivi d'ailleurs sur ces dossiers, que des gens restent, etc., alors qu'ils ne devraient plus bénéficier de ces logements sociaux. Le pourcentage de gens qui sont encore dans le logement social et qui n'y ont plus droit est vraiment très faible. Vous dites vous-même que ce n'est pas bien suivi, on n'a pas beaucoup d'enquêtes à ce sujet. Je pense que la question, elle est plus autour de comment on attribue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait que les quartiers dans lesquels il y a beaucoup de logements sociaux sont équilibrés en termes de mixité sociale, mais les personnes qui sont indûment dans le logement social parce que finalement leurs revenus ont augmenté et qu'elles y sont toujours, c'est quelques pourcents. Après, on peut retravailler cette partie-là aussi. Oui. Comment vous avez pris la campagne d'affichage de Julien Bayou, notamment celle qui stigmatise les boomers, qui seraient supposés être les personnes âgées des ennemis de l'écologie? C'est vraiment l'écologie que j'aime pas, moi. C'est l'écologie qui divise, c'est l'écologie qui interpelle, qui stigmatise. Dire toute une classe d'âge, les boomers sont les ennemis de l'écologie. Moi, je porte une écologie concrète qui rassemble, qui apporte des solutions. Et en prime, Julien Bayou n'a pas été très élégant en disant c'est pas moi, j'avais pas validé. Quand on est un leader, on assume ce que fait son équipe. Oui. Dernière question avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, des militaires retraités ont publié une tribune dans Valeurs Actuelles. Ils appellent Emmanuel Macron à défendre le patriotisme face à ce qu'ils nomment le délitement de la France. Cette tribune a été saluée par Marine Le Pen, qui propose aux auteurs de la rejoindre. Est-ce que vous êtes choqué, vous, par cette prise de position ? Oui, je suis choquée parce que elle oublie les valeurs fondamentales autour de la neutralité de l'armée. L'armée ne fait pas de politique, qu'elle puisse... En même temps, ils sont retraités, hein. Les généraux signataires sont retraités, mais au-delà de ça, elle appelle tous les militaires à la rejoindre. Faire de la politique à partir de l'armée, je trouve ça extrêmement dangereux. Donc oui, je suis choquée. Merci Emmanuel Vargon.